Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau format Au-delà du cockpit avec Laurence qui est mon associé dans notre boîte de formation professionnelle. Comme vous l'avez vu, il y a 2 sièges, c'est là que nous allons nous installer et l'objectif aujourd'hui, ça va être de répondre aux questions de nos communautés, traiter des sujets d'actualité, mais également vous présenter une bande dessinée très sympa, des livres sympas et une personne qui a marqué l'aviation. Donc, nouveau format, toujours apolitique, toujours technique, aéronautique, montée par notre petite équipe de professionnels. Et si cette petite équipe, elle fonctionne, c'est grâce à nos partenaires qui nous permettent de créer des emplois. Et aujourd'hui, c'est NordVPN. Et aujourd'hui, je vais vous présenter notre partenaire connu des pilotes de ligne, des hôtesses, des stewards, de toutes les personnes qui voyagent en fait. Il s'agit de NordVPN. Alors pourquoi est-ce que c'est connu? Justement parce que c'est un système qui vous permet en fait d'accéder à une sorte de tunnel sécurisé qui va vous permettre de vous connecter à Internet de manière sécurisée. Si vous, par exemple, vous êtes au petit déjeuner de votre hôtel en déplacement, vous n'avez pas à vous connecter directement au Wi-Fi, vous passez par NordVPN. Cela peut avoir un impact sur votre emplacement. Bref, je vais faire simple si vous n'êtes pas des rois de l'informatique comme moi. L'idée, c'est de vous permettre d'accéder à Internet de manière sécurisée, avec une très bonne bande passante, de pouvoir faire croire que vous êtes à un autre endroit sur Terre, ce qui peut avoir ses avantages, surtout dans la conjoncture actuelle, et d'avoir donc accès à énormément d'informations de la manière la plus discrète possible. Qu'est-ce que l'on vous propose? On vous propose une offre spéciale. Vous avez le lien juste en dessous. Cette offre spéciale, elle est utile pour votre ordinateur, pour votre tablette, mais également pour votre téléphone et quelle que soit votre position dans le monde. Alors n'hésitez plus, encore merci à notre partenaire, c'est ce qui nous permet de faire du contenu de qualité. Surf safe. Et nous sommes donc avec Laurence, la voix de la communauté. Et quelle est la question que tu as sélectionnée, la question de la communauté pour commencer ce format? Alors la première question, c'est quelle est la différence entre les drones kamikazes et les missiles? Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'elle n'est pas forcément facile. Je vous ai demandé cette semaine justement la différence entre un drone et un robot. La différence entre un missile et un drone kamikaze, principalement, c'est qu'une fois que l'avion il a tiré son missile, le missile il est parti et il va aller vers sa cible ou louper sa cible, mais on ne pourra pas récupérer le missile pour le reconditionner. Les drones kamikazes actuellement livrés en Ukraine, une fois qu'ils sont mis en œuvre pour la plupart, si lors de leur périple, lors de leur vadrouille, ils ne trouvent pas de cible, on ne leur trouve pas de cible, on peut leur faire demi-tour, les faire revenir. Grosse différence entre justement un missile et un drone kamikaze, c'est qu'un avion c'est un porteur, il tire un missile, il s'en sépare. Le drone kamikaze, c'est le porteur et la charge militaire ne font qu'un. Donc c'est, je pense, la grande différence. Depuis quand d'ailleurs existent les drones kamikazes? C'est récent ou pas? C'est pas tout à fait récent, c'est plus vieux que moi. Donc ça remonte à 1980 avec les Israéliens qui ont commencé à fabriquer des drones kamikazes à partir de cette époque-là. Donc ça remonte quand même à maintenant plus de 42 ans. Et qui possède ces drones? Tu parles des Israéliens, après il y en a d'autres? Les Israéliens, les Russes ont également, vous pouvez les voir derrière, ils ont également leur propre drone kamikaze, c'est les Ala Cube, les Ala Lancet. Ensuite, les Américains, on l'a vu ces dernières années, notamment ces derniers mois avec des nouvelles versions, on en a déjà parlé sur la chaîne dans d'autres formats. Et les Turcs également ont des drones dits un peu kamikazes, voire même drones intelligents, une sorte de drone tueur, tout ça. Est-ce que ces drones ont déjà été utilisés avant l'Ukraine? Oui, les drones ont vu du combat avant l'Ukraine, par exemple en 2016. En 2016, il y a eu, donc c'était le IAI, donc c'est israélien Arop, qui a été utilisé contre des soldats en Arménie, des bus de soldats, contre des bus de soldats arméniens. Et après, derrière, il y a eu également d'utilisation en 2020 sur des conflits dans l'est de l'Europe, contre de l'anti-radar ou contre de l'humain principalement. Dans un autre registre, et là on est plus dans du dérivé, Daesh, l'État islamique, a utilisé des petits drones, mettait également des grenades dessus. Il y a des officiers, notamment des Français, ou des personnes qui ont été blessées ou tuées par des drones piégés, si on peut dire. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment parler de drones kamikazes, mais c'était un petit peu le début également. On parle de drone kamikaze, d'où vient ce mot kamikaze? Alors kamikaze, certains le prononcent kamikaze. Kamikaze, c'est du japonais, et ça voudrait dire vent
divin. Alors ça remonte vraiment il y a longtemps parce que dans les petites recherches que l'on a faites, ça remonte à 1274 ou 1281 lorsqu'il y a eu des typhons. Alors les typhons, c'est pas l'avion de chasse typhon, le typhoon, c'est pas ça. Les typhons, c'est des sortes d'ouragans, mais dans le Pacifique. Et ces typhons, à cette époque, là, au XIIIe siècle, ils ont détruit la flotte des Mongols qui essayaient d'envahir le Japon. Et donc ils ont dit que c'était le vent divin et c'est à partir de là que le terme a été créé. D'ailleurs, il y a également un avion qui s'est appelé Kamikaze, non? Et effectivement, 1937, il y a l'avion appelé Kamikaze qui a fait un record. Il a réussi à rejoindre Londres depuis Tokyo en moins de 100 heures. Et donc les Japonais ont fait beaucoup de marketing, beaucoup de pubs avant la Seconde Guerre mondiale en montrant à quel point ils étaient forts d'un point de vue aéronautique grâce à cet avion Kamikaze. Ils étaient vraiment bons, les Japonais, en aéronautique à cette époque-là? Alors, oui, ils étaient vraiment bons et je pense que tout le monde l'a compris lors de début de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique, hein, donc on est sur 41-42, lorsque les Américains, l'aéronavale américaine s'est retrouvée à se battre contre les fameux Zéro japonais qui étaient très légers, mais tellement légers qu'après c'était un petit peu leur talon d'Achille. Dès que les Américains arrivaient à les toucher, ils avaient tendance à avoir d'énormes dégâts. Mais première partie de la guerre, les Japonais avaient beaucoup d'avance, ils ont beaucoup appris aussi grâce aux Allemands. On va revenir au terme kamikaze. Moi, quand j'entends le terme kamikaze, ça me fait penser au suicide. Est-ce que c'était pas des pilotes, justement, qui se suicidaient? Oui, effectivement, sur la fin de la guerre. Donc là, on est d'octobre 1944 à août 1945, qui est la fin de la guerre dans le Pacifique. Il y avait des unités spéciales, à la fois de pilotes, mais également, pas que de pilotes, également il y avait des petites vedettes rapides, il y avait des sous-marins. Et ces unités spéciales devaient aller au contact, piloter leur engin, en fait, qui était souvent équipé de bombes, jusqu'au contact des bateaux. Et c'est là où le terme kamikaze, comme on le connaît en Occident à l'heure actuelle, est ressorti, a été remarketé. Et c'était ce vent divin, ils essayaient d'arriver, de balayer les Américains qui arrivaient à ce moment-là du côté du Japon, Okinawa, tout ça. D'ailleurs, est-ce que ça a été efficace d'un point de vue opérationnel? Alors efficace, oui et non. C'est-à-dire que si on regarde les chiffres, c'est 4900 Américains tués, 4800 Américains blessés à cause de ces attaques kamikazes. Pour rentrer dans le détail, j'ai préparé 2-3 chiffres, c'est 47 bateaux qui ont été perdus, dont 3 porte-avions d'escorte. Alors les porte-avions d'escorte, c'est pas les plus gros, hein. En termes de taille, c'est les troisièmes, donc c'est pas non plus les navires amiral. C'est 14 destroyers, donc ça c'est quand même du gros bateau, et c'est également des alliés qui ont été touchés avec 368 navires alliés qui ont été touchés, même un bateau norvégien, sinon les Australiens ou les Anglais ont été touchés. Donc c'est quand même voilà, à peu près une cinquantaine de bateaux coulés par le fond, d'autres bateaux mis hors d'état de combat. Du coup, les Japonais, ils ont perdu 14 000 personnes dans les opérations kamikazes. Oui, c'est énorme, c'est sûr quand on regarde le ratio. Ce qu'il faut voir avec ces chiffres, c'est que ça englobe un peu tout. Il y a par exemple le croiseur, le gros bateau de guerre de Yamamoto qui est sorti au large d'Okinawa avec toute sa flotte, ils ont tous été perdus, c'est compté dans ces pertes kamikazes. Si vous voulez vraiment, et parce qu'on est une chaîne aéronautique, juste se concentrer sur les pilotes qui sont allés au contact et qui sont morts dans ces missions kamikazes, là les chiffres que l'on a, c'est 2531 pilotes de la marine qui sont morts et 1417 pilotes terre qui sont morts. Donc si on additionne les deux, au final on n'est pas loin, grosso modo, du nombre de personnes qu'ils ont tuées en face. Donc on voit que d'un point de vue business model militaire, c'est moyen. Ouais. Du coup, en tant que pilote, se dire qu'ils vont partir et qu'ils vont mourir, c'est vraiment c'est un don complètement de soi pour une mission militaire. Ouais, donc ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais ils prenaient un peu de saké avant, ils partaient avec leur poignard, mais c'était un état d'esprit très particulier, mais c'est des états d'esprit qu'on retrouve, même le sacrifice qu'on retrouve dans de nombreux combattants. La dernière fois, on parlait d'Américains issus de familles japonaises morts au combat et ont reçu la médaille d'honneur du Congrès, qui est la plus haute distinction américaine. Ce qu'il faut bien voir, c'est que certains l'ont eu parce qu'ils sont sacrifiés en sautant sur des grenades, par exemple, pour sauver leurs hommes. Donc cette notion de sacrifice, c'est quelque chose de particulier, mais là, ils le faisaient de manière offensive, mais tous n'arrivaient pas au contact de l'ennemi. Il y a vraiment de kamikazes qui se sont fait abattre avant de pouvoir toucher les bateaux, donc qui au final se sont un peu sacrifiés sans impact militaire de l'autre côté. Le président candidat Emmanuel Macron, effectivement on est dimanche aujourd'hui, on n'a pas encore les résultats, il a annoncé la livraison de César. Que veut dire César? Caesar. Caesar ou César? Non, César, je trouvais le son intéressant. Mais... César, c'est camion équipé d'un système d'artillerie.
très simple. Vous voyez, on aime bien les petits acronymes. Donc, en français dans le texte, vous prenez un camion avec 6 roues motrices ou 8 roues motrices pour la version export. Vous lui mettez un canon 255 mm qui fait 8 mètres de long et vous l'envoyez sur le champ de bataille avec une équipe pour le mettre en œuvre et vous vous retrouvez avec un système César qui, normalement, doit être utilisé avec d'autres pièces. Il n'est pas tout seul et qui a une précision très très bonne. Que ce soit voilà, entre en gros 4,5 km et à peu près 40 km de portée. Donc c'est de l'artillerie mobile qui se déplace sur un camion. Comment on peut les acheminer d'ailleurs? Alors pour les acheminer en Ukraine, et apparemment, donc d'après une interview à Ouest France du président, ça serait 12 pièces qui seraient livrées. Les acheminer, ça roule, ça monte sur du train également, mais surtout, on est quand même une chaîne d'aviation, ça peut être aérotransportable. Et donc si vous avez la version 6x6, cela rentre dans un C-130. On en a en France. Si vous avez la version 8x8, cela rentre dans un A400M. Donc pareil, nous en avons en France, donc on peut les faire rentrer dans un avion et quelques heures après, ils arrivent à l'autre bout de l'Europe. Tu peux nous parler un peu de la trajectoire de ces canons? Oui, ce sont des trajectoires paraboliques, c'est-à-dire que si vous tirez un RPG, une roquette, ça a une trajectoire comme ça. Si vous tirez avec des pièces d'artillerie, ça fait un apex comme ça monte vers le haut, un peu balistique, et ça redescend. Et à partir de là, ça a un impact quand on travaille en John Fire, comme on dit. Si vous avez des avions au-dessus du champ de bataille et que vous tirez avec du César, il vaut mieux que votre avion s'éloigne. Ça serait dommage qu'il se prenne un obus de 155 mm. On est sur quel type de volume pour la livraison? Alors, comme on disait, on est à peu près sur, d'après les sources ouvertes, 12 pièces. On ne sait pas officiellement à 100% d'où elles proviennent. D'après les sources ouvertes qu'on a trouvées, ça serait prélevé sur le parc français qui a 77 pièces, sachant qu'en tout, ce César, on est sur l'ancienne génération, les nouvelles générations qui vont arriver, a été fabriqué à un peu plus de 400 pièces, donc 324 à l'export. Du coup, ça fait à peu près 12 sur 77, 15%, c'est ça? C'est beaucoup, non? C'est bon pour les maths en public. Alors, je ne vais pas me prononcer sur le fait si c'est beaucoup ou pas, sinon on ne serait plus apolitique. Néanmoins, pour vous donner les bonnes grilles de lecture, quand on dit que dans le parc français a 77 César, c'est comme si je vous dis, je n'ai pas le chiffre en tête, mais on va dire on a 100 Rafales, ça veut dire que demain on a 100 Rafales qui sont aptes à décoller. Il y a de la maintenance longue, il y a du déploiement, il y a de l'entretien. On parle généralement de pourcentage de disponibilité. Moi, je ne suis pas spécialiste d'artillerie, je ne vous donnerai pas un pourcentage, mais mon petit doigt me dit que c'est loin d'être 100%. Donc si on prélève 12 Césars pour les envoyer en Ukraine, il y a peu de chances qu'on prélève des Césars qui ne marchent pas. Donc on va les chercher dans les Césars disponibles. Et donc là, ce n'est pas 15% vraiment de ce qu'on sait mettre en œuvre. C'est beaucoup plus. Ça va être beaucoup plus. Et il faut combien de servants pour ce type de matériel? Alors officiellement, il faut 5 personnes pour mettre en œuvre un César. Au minimum, il en faut quand même 3. Donc on est 5 et si on veut les utiliser H24, je pense qu'il faut même un peu plus. À l'heure actuelle, ce que l'on sait, encore une fois, c'est que les Ukrainiens ont envoyé 40 personnes se faire former à Conjuers. Donc si c'est pour 12 Césars, qui seront peut-être livrés en 2 fois, 6 plus 6, mais il va falloir qu'ils fassent de la formation également sur place. Du coup, ça prendra un peu de temps quand même. Du coup, oui, ça prend du temps. Et puis, quand on voit, je pense, pour les artilleurs parmi vous, c'est un métier, ça s'apprend. C'est nouveau matériel, c'est de la technologie. Plus c'est technologiquement avancé, plus c'est compliqué à mettre en œuvre. Donc, après, ils vont faire, je pense, un crash course. Mais s'ils veulent pouvoir être très opérationnels avec, il y a un peu de travail. Et le César, il a connu le feu déjà ou pas? Oui, la France l'a déployé en Irak, en Afghanistan, également dans le Sahel. Quand j'étais au-dessus de l'Irak, il y avait justement des batteries de César, après les attentats du Bataclan. Donc entre 2016 et 2018, ils ont tiré 18 000 obus quand même. Oui. 18 000 obus tirés en Irak par les artilleurs, donc c'est assez impressionnant. Il a également en Afghanistan, il a été utilisé en Afghanistan, et on parlait tout à l'heure de la trajectoire. En source ouverte, encore une fois, ce que l'on trouve, c'est un tir en 2009, à peu près 30 km, 57 secondes de temps de vol. Parce que c'est un obus qui va se déplacer à un peu moins de 1000 mètres par seconde, mais parce qu'il fait toute cette distance, il ne fait pas que 30 km. Il va monter, il va redescendre, et donc on est sur quasiment 1 minute de temps de vol pour après arriver avec une précision très très forte au sol. Maintenant, on va parler des MiG-21, du retrait des MiG-21 en Roumanie. Pourquoi? Alors on avait parlé dans un daily débrief que le 2 mars dernier, un MiG-21 a été perdu, son capitaine est décédé, l'hélicoptère de secours, un Puma, s'était écrasé après avoir fait demi-tour cause météo. À l'heure actuelle, il n'y a pas encore de compte-rendu d'enquête, mais la décision a été prise par la Roumanie de grounder, comme on dit, d'interdire de vol toute sa flotte de MiG-21, ce qui laissait la Roumanie protégée plus que par ses F-16 d'occasion,
des anciens F-16 portugais, mais également par des avions de l'OTAN, de la coalition, notamment la marine française a participé à des patrouilles au-dessus de la Roumanie. Donc pourquoi? C'est suite à cet accident où ils ont décidé d'une certaine manière il fallait arrêter les frais. Et ils ont peut-être également profité de la conjoncture qui est que les Américains aident ou fournissent du matériel à pas cher pour se dire que c'était le bon moment pour renouveler leur... Oui, d'ailleurs, ils ont bien augmenté leur budget militaire. Maintenant, c'est environ 2% du PIB, voire plus. Ouais. Et si on regarde en 2015, ils étaient sur un assez faible pourcentage. Ils ont doublé quasiment leur budget militaire depuis 2015. Là, ils sont à 2%, ce qui est normalement la norme voulue par les Américains autant. Je vous rappelle que sous Trump, tout le monde avait rigolé quand il avait demandé ça. Et ensuite, maintenant, ils ont annoncé qu'ils allaient encore plus augmenter leur budget pour 2023. Et là, ils sont donc en négociation pour récupérer 32 F-16 norvégiens, la Norvège qui se rééquipe en F-35. Et en parallèle, ils sont en train de discuter avec les Américains pour éventuellement acquérir des F-35 eux-mêmes. Et que vont devenir les MiG-21 ? Alors bien malin celui qui le sait, il y a quand même pas mal de MiG-21 utilisés. À noter que ces MiG-21 roumains, ils ont été modernisés, ils ont une avionique comme on dit, qui est proche de celle des F-16. Donc on est sur du matériel plutôt d'origine russe, soviétique, modernisé à la sauce occidentale, et c'est une sorte de plateforme parfaite pour passer de MiG-29 ou MiG-21 à de la technologie plus, on va dire, plus occidentale. Donc à l'heure actuelle, on ne sait pas. Maintenant, c'est des avions qui n'ont pas des très grosses performances RR, faut dire ce qui est, mais qui avaient des bonnes capacités en termes de guerre électronique et même un peu d'attaque au sol. Donc à l'heure actuelle, on ne sait pas. La Chine a envoyé 6 Y-20 en Serbie. Qu'est-ce qu'ils ont livré comme matériel ? Donc effectivement, c'était le 9 avril dernier. Ouais. Des Y-20 sont des avions de transport, c'est des nouveaux avions de transport militaires chinois, c'est du quadri-réacteur. Ça peut emporter quand même 60 tonnes de fret, donc c'est pas rien. Et c'est un avion qui a été construit pour l'instant à peu près une trentaine d'exemplaires. Donc envoyer 6 avions d'un coup, c'est pas rien. C'est une volonté de montrer, surtout avec ce qui se passe en Europe, qu'ils ont maintenant des capacités de projection. Et ils ont livré des FQ3 à la Serbie, FQ3 qui est la version export, qui est toujours légèrement modifiée, du c'est des FK. Il faut suivre. Il faut suivre, c'est pas facile. Fox Kilo, comme ça il n'y a pas de doute. qui sont la version export du HQ22, on va y arriver, Q comme Québec. J'ai du mal avec l'alphabet. Et ils ont livré ça du coup à la Serbie qui avait acheté, qui est en train de renouveler en fait ses défenses solaires. D'accord. Ils ont quoi comme type de matériel en sol-air ? Donc ils ont du Buk, donc du système russe pour plutôt la longue portée. Ils ont ce dérivé du HQ22 pour moyenne jusqu'à quand même plus d'une centaine de kilomètres, donc très moderne, apparemment c'est pas mal du tout. Et ils ont également acheté du français avec des Mistral 3 pour en gros du SATCP, solaire très courte portée. Est-ce qu'ils sont intéressés également par des avions ? Et oui, c'est un peu un des sujets ces derniers jours. Les Serbes sont intéressés par le Rafale. Ils sont intéressés par le Rafale, mais également par l'Eurofighter Typhoon, qui est, je vous rappelle, du Airbus Military. Donc il y a des discussions pour du Rafale, qu'ils ont vu récemment. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'opération Altea, qui est au-dessus de la Bosnie-Herzégovine, qui est pas très loin, avec les avions de la Marine nationale, du groupe aéronaval, qui faisait des missions avec le Hawkeye, l'avion radar de la chasse embarquée, pas très loin, donc à côté. Autre sujet, l'USS Gerald Ford, un porte-avions américain de 13 milliards de dollars. Évidemment, avec des moyens pareils, moi aussi j'y arrive. Oh, ce n'est pas qu'une question de moyens. Si. Non. Si. Oh non. Il a certaines spécificités, notamment l'îlot. Tu peux nous en dire un petit mot sur le sujet ? Oui, récemment il y a eu une interview avec le commandant, le skipper, comme on dit dans la marine, de ce tout nouveau porte-avions, qui est une nouvelle classe. Il y a différentes classes, Enterprise, Nimitz, tout ça. Là, c'est le Ford. Il a notamment, comme tu disais, des catapultes électromagnétiques. Mais sa grosse spécificité, regardez derrière, c'est l'îlot qui est plus petit, donc ce qui dépasse là, et qui est également beaucoup plus arrière, qui est 140 pieds plus en arrière que d'habitude. Et là, des retours d'expérience, le retex, comme on dit dans l'armée, est assez intéressant parce que pour faire à la fois du catapultage avec les 2 catapultes de devant, et de l'appontage en continu. Avant, les Américains savaient faire. En France, c'est plus compliqué, on a un petit porte-avions. Mais là, ils se rendent compte que c'est encore plus facile et qu'ils gagnent en productivité parce qu'ils ont la capacité à stocker les avions, à les mettre sur l'avant et à, du coup, ne pas entraver les appontages. Donc ça leur permet vraiment d'avoir de la continuous operation, des opérations continues. Et il semblerait que ce positionnement de l'îlot ait de super avantages. Donc ça sera intéressant de voir ce qu'on nous prépare pour le deuxième porte-avions français.
On parle des avantages et il y a quelques inconvénients ou pas? Forcément, dès qu'on a des avantages d'un côté, il y a des inconvénients de l'autre. Déjà, c'est qu'il y a moins de place sur les aériens. Donc, sur un porte-avions, vous ne voyez pas grand-chose dehors, sauf si vous êtes dans l'îlot. Certains officiers sur Charles de Gaulle, par exemple, on était logés dans l'îlot, on aime bien, on peut aller prendre l'air. Là, forcément, il y a moins d'heureux élus. Mais blague à part, c'est la visibilité. Ça reste un navire, ça fait 100 000 tonnes, c'est énorme. Il faut pouvoir naviguer, il faut pouvoir voir, il faut des vigies, il faut pouvoir commander le bateau. Et là, ils sont tellement en arrière que ça gêne un petit peu de la visibilité sur l'avant, ce qui peut poser des soucis. Et on l'a vu récemment au large de Toulon. Avec un voilier, non? Voilà, un porte-avions, ça peut percuter un voilier. Donc, regardez dehors, voir et éviter, c'est très important. Et ce sont des bateaux qui ne sont pas forcément évidents à manœuvrer, forcément. Nous allons passer à ton coup de cœur littéraire de la semaine, et je crois que c'est une BD, non? Effectivement, c'est Bug Danny. Alors Bug Danny, c'est la base des BD, avec un pilote de l'US Air Force qui sert sur porte-avions depuis des années. Donc c'est une aberration, mais c'est pas grave, on aime bien quand même. C'est presque de l'anticipation par rapport à ce qui s'est passé ces dernières semaines en mer Noire. Vous avez le porte-avions américain qui est attaqué par 2 missiles anti-navires, et vous avez également le porte-avions chinois qui se fait attaquer par 2 missiles. Donc moi je vous conseille de le regarder avec un œil de spécialiste maintenant que vous maîtrisez à fond la sommaire. Et est-ce qu'il y a des petites anecdotes qui t'ont fait penser à ta carrière? Absolument, il y a des petites choses, alors c'est très bien sourcé, et vous avez, ça en page 20, ici on va vous le mettre en gros derrière, vous avez ce qui s'appelle pousser. Il démarre les Super Hornet, il démarre les F-18 pour utiliser la force des réacteurs pour déplacer le porte-avions. Alors c'est pas quelque chose qu'on fait en pleine tempête, j'ai cité un film pour ceux qui maîtrisent. C'est quelque chose que j'ai déjà fait sur porte-avions français, quand on doit venir accoster le porte-avions dans certains cas, pour avoir de la force latérale, eh bien on faisait pousser certains avions pour aider au déplacement du porte-avions. Donc c'est pour ça que je vous dis, Bug Danny, ça doit être une BD, c'est excellemment bien sourcé, et je peux que vous conseiller, nous vous conseillons le numéro 55 avec de la sommaire. Et pour ceux qui ne souhaitent pas forcément lire, une idée de film? Alors si vous êtes plutôt Netflix, alors je suis pas sûr qu'il soit sur Netflix parce que c'est un film de 1977, mais comme vous le savez, Jacques Perrin est décédé cette semaine, et du coup un excellent film sur la marine, parce que oui, marin du ciel, on est également marin, on aime bien la mer, puis Laurence elle aime bien la mer également. Eh bien c'est la dernière sortie en mer du Jaurès Guibéry, j'ai toujours du mal à le dire, avec l'histoire d'un commandant, dont c'est le dernier commandement, parce qu'il a un cancer, dernière sortie en mer au large de Terre-Neuve de son bateau, et le tout avec Jacques Perrin qui incarne un personnage dont l'histoire en fait retrace la vie du lieutenant de vaisseau Pierre Guillaume. Et le film, certains d'entre vous l'auront deviné, c'est le Crabe-Tambour. Crabe-Tambour, qui est un film très lent, qui est un film qui pousse à l'introspection, mais qui est un film qui fait bien résonner avec ce qu'est la mentalité de la marine de surface, je pense. Donc nous vous conseillons d'aller voir ce film. Bien, à vous le soin. Merci, commandant. Excusez-moi, commandant. Et pas vous excuser à dire merci devant un supérieur, c'est un de nos privilèges. Oui, commandant. Le portrait de la semaine est Clarence Johnson, aussi connu sous le call sign Kelly. Il est né en 1910 et décédé en 1990. C'est l'un des ingénieurs les plus mythiques du XXe siècle. Il est rentré en 1933 à Lockheed, la première entreprise américaine et mondiale de défense et de sécurité. Il est devenu ingénieur en chef en 1938. Il a commencé à travailler sur le P-38, puis en 1943, il travaille sur le P-80 Shooting Star, le premier avion à réaction américain opérationnel. Et là, il a enchaîné. Il a travaillé sur le F-104, le U-2, le SR-71, et dans le civil, il a travaillé sur le modèle 10, modèle 12 Electra, Super Electra, Constellation, Super Constellation. En 1975, il quitte la compagnie dont il refusa plusieurs fois la direction. En 1985, il publie son autobiographie que nous vous conseillons vivement.
Un petit mot à rajouter sur Kelly Johnson? Absolument, donc hormis le fait qu'il ait une carrière complètement dingue, c'est pour ça qu'on voulait le mettre en avant, il a créé un concept qui est très utilisé dans l'US Navy, auquel j'ai été biberonné quand j'ai fait ma formation là-bas, qui est KISS, Keep It Simple, virgule, stupide, faut pas oublier la virgule, sinon ça peut être mal perçu, qu'on explique un petit peu d'ailleurs dans le bouquin, mais ce sur quoi je voudrais rebondir là, c'est sur un petit peu son motto. Son motto, c'est sa devise, et parce que je la trouve très très bien, c'est Be quick, donc soyez rapide, Be quiet, donc soyez discret, and be on time, et soyez à l'heure, soyez dans les temps. On aime bien dire que qui maîtrise le temps maîtrise son environnement. Exactement, Laurence. Donc be quick, be quiet, and be on time. Je trouve que c'est une très très belle devise, et quand on voit à quel point cet homme a une carrière extraordinaire d'un point de vue aéronautique, je pense que c'est un beau motto, c'est une belle devise. C'est la fin de ce format, j'espère qu'il vous a plu. Comme vous avez vu, on a essayé de changer un petit peu les choses. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous voudriez qu'on améliore. Des briefings, amélioration continue, c'est la base. Et d'ici la semaine prochaine, eh bien, on vous dit fly safe.